votre présence, Shukran Jiddan, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci. Il m'est très difficile d'intervenir après un tel témoignage. Et d'ailleurs, je ne m'explique pas ma présence ici, si ce n'est que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de quartier, particulièrement dans un quartier qu'on dit difficile, qui est le Dove, que moi je préférais qualifier de quartier en difficulté. Et si ce n'est que j'ai écrit 2 ouvrages sur ces questions de violence et d'immigration, et à l'époque on me faisait des colibés d'avoir associé ces 2 mots. Et un 2e livre avec un ami journaliste, Ben Laden n'est pas dans l'ascenseur. Étant un titre en lui-même, si Ben Laden n'est pas dans l'ascenseur, et que si on ne répare pas l'ascenseur social, si on ne répare pas l'ascenseur qui est en panne dans les quartiers, un jour il risque d'y avoir du Ben Laden dans l'ascenseur. Peut-être est-ce parce que moi-même je suis de culture musulmane, je me demande, par ma culture de musulman, si je ne dois pas faire un plaidoyer, je dirais, non pas terroriste. Et donc, je voudrais prendre du recul par rapport à ce fait qui, d'abord, est au-delà du caractère tectonique qu'il a provoqué dans le monde, est un fait politique majeur. C'est un fait politique majeur par le fait qu'il a touché à 2 choses essentielles, la liberté d'expression et le vivre ensemble. Le double dîner qui consiste à dire, pour les musulmans, oui, mais ça, c'est pas l'islam. L'islam est une religion de paix. Certes, tous les musulmans ne sont pas terroristes. Mais il y a un fait clair, sur les 15 dernières années, la plupart des terroristes sont musulmans. Donc il faut qu'on soit très clair. Mais en même temps, il faut qu'on sorte du déni qui consiste à ce que lorsque le Premier ministre lui-même parle d'apartheid, il y a des gens qui s'étonnent. C'est vrai que c'est une expression excessive, mais moi déjà dans mon livre, j'ai parlé de Bantoustan sur le territoire français. Moi j'ai assisté aux attentats de 86. On en était ému, énorme. Mais c'était inscrit, les attentats de 86, dans le contexte international avec le groupe Abdallah, l'affaire iranienne, etc. 10 ans après, il y a eu les attentats du RER. Et là, c'est la première rencontre, c'est l'affaire de Kalkal, la première rencontre, effectivement, entre des jeunes, la prison, et, puisque c'est Kalkal, le sociologue allemand qui a travaillé sur lui, a démontré que il a rencontré la foi et l'islam à l'intérieur de la prison. Ensuite, si on prend 10 ans après les événements de 2005, lorsqu'il y a 9000 voitures qui ont brûlé, lorsque, effectivement, il y a des crèches dans les quartiers ou des écoles qui ont brûlé, ça n'a pas provoqué le même effet, parce que généralement, c'était des éléments tournés. C'est comme quelqu'un qui tournait l'attaque contre lui-même, comme c'est quelqu'un qui... Et voyez-vous, je viens du Maroc, où je travaillais 5 ans. Je viens du Maroc, où je travaillais 5 ans. Je viens du Maroc, où je travaillais 5 ans. Je viens du Maroc, où je travaille depuis 5 ans. L'islam de France n'a rien à voir avec l'islam de Hollande. L'islam de Belgique n'a rien à voir avec l'islam d'Espagne. Donc cette idée qu'il y a un islam, je dirais, et qu'il y a une communauté, me semble fantasmagorique. En revanche, il y a des musulmans.
Et tous les islams qu'il y a en Europe, me semble-t-il, partagent 5 caractéristiques. Je voudrais exposer devant vous. La première, et qui pose le problème majeur, qui nous interpelle, et c'est le défi de demain. La première des caractéristiques, c'est que c'est un islam pauvre. C'est un islam d'ouvriers, pauvre, et il y a eu beaucoup de complaisance sur cette question, puisque depuis une vingtaine d'années, parce que cet islam pauvre, on a fermé les yeux sur le fait qu'il aille chercher de l'argent ailleurs. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, c'est un islam inculte. C'est pas un islam encadré par des savants. C'est un islam qui ressemble aux gens qui le portent, qui très souvent sont analphabètes. Vous savez, l'islam en Hollande, quand je vois les jeunes, et je vois Khadija arriver là-bas, mon ami, quand je vois les jeunes en Hollande, des fois, ils ne parlent ni l'arabe, ni le français. Ils parlent le hollandais et le rifin. C'est un islam balkanisé. Entre l'islam turc, l'islam marocain, l'islam algérien, l'islam malien. Donc, comment peut-on parler d'une communauté? C'est un islam urbain. Et se trouve là où se trouve, je dirais, la majorité des gens qui pratiquent cet islam, à savoir dans les quartiers qu'on appelle difficiles. Enfin, en difficulté, particulièrement pour la France, c'est un islam municipal. C'est-à-dire, l'islam de Lille n'a rien à voir avec l'islam de Strasbourg. L'islam de Marseille n'a rien à voir, disons, les rapports entre... je pense que l'islam, et je le dis très clairement, a une chance inouïe d'être en Europe et particulièrement en France. C'est la première fois de l'histoire de l'islam qu'il est confronté à 4 réalités réunies ensemble. Il est confronté à la laïcité, il est confronté à la modernité, il est confronté à la liberté, et il est confronté à la démocratie. Tous réunis, normalement ça devrait être une chance, non pas pour les musulmans d'Europe, mais pour l'islam dans son ensemble. Parce que c'est ici qu'il doit y avoir une réflexion importante sur le devenir, parce que sinon on va laisser l'islam aux terroristes. C'est eux qui gagneront. Donc cette chance, jusqu'à présent, elle n'a pas été saisie. Et pour terminer, parce que je ne sais pas, en 2 mots, moi je crois qu'il y a 2 choses. Mais préalablement, il faut qu'on arrête de jouer, et excusez-moi de dire ça avec violence, il faut déchelgoniser l'islam. C'est-à-dire, il faut arrêter effectivement d'inventer des représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes.